Bien, alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la maîtrise de la procréation. Nous nous demanderons en quoi les connaissances biologiques des fonctions de reproduction ont permis la maîtrise de la procréation. Nous allons commencer par l'exemple de la pilule. Alors le cycle menstruel peut être observé au niveau de l'ovaire. On va parler donc dans ce cas-là de cycle ovarien, et quand on observe le cycle menstruel au niveau de l'utérus, on va parler de cycle utérin. Il faut savoir que ce cycle ovarien et ce cycle utérin sont couplés et concourent ensemble à la mise en place d'un appareil reproducteur féminin fonctionnel, c'est-à-dire apte à concevoir et à accueillir un embryon. Alors il est possible de partager le cycle ovarien, comme vous le voyez, ou le cycle utérin en deux phases. Une première phase qui va du premier jour des règles jusqu'au 14e jour qui correspond à l'ovulation. On parle de phase folliculaire. Et une seconde phase, donc qui va du 14e jour du cycle, c'est-à-dire de l'ovulation, jusqu'au dernier jour du cycle, qui est la veille des prochaines règles. Et là, on parle de phase lutéale. Alors commençons par le cycle ovarien. La phase folliculaire correspond à la maturation des follicules. Un seul follicule atteindra le stade de follicule mûr. Et lors de l'ovulation, l'ovocyte sera expulsé à partir de ce follicule mûr. Lors de la phase lutéale, toujours dans le cycle ovarien, le follicule mûr qui a été libéré, qui a libéré l'ovocyte, se transforme en corps jaune, puis ce corps jaune va ensuite régresser jusqu'à la fin du cycle. Si on s'intéresse à présent au cycle utérin, la phase folliculaire est marquée par l'apparition des règles, qui durent en moyenne, on va dire 5 jours. Les règles correspondent à une desquamation de la muqueuse utérine, qui est appelée aussi endomètre. À partir du 5e jour, par rapport au début du cycle, la croissance de l'endomètre se met en place, avec une régénération et une prolifération des tissus. Pendant la phase lutéale de ce cycle utérin, l'endomètre s'enrichit en vaisseaux sanguins et en glycogène qui constituera des réserves de nutriments pour le futur embryon. Les deux phénomènes essentiels qui permettent une fécondation et le début d'une grossesse sont donc l'ovulation, qu'on observe au niveau du cycle ovarien, et la mise en place de la muqueuse utérine qui va être indispensable à l'implantation de l'embryon, qui elle se déroule au niveau de l'utérus. Bien, alors il faut savoir que les ovaires, outre la production d'ovocytes qui donneront les ovules, ces ovaires produisent également des hormones. Des hormones, donc c'est une molécule qui va être libérée dans la circulation sanguine et qui va agir à distance. Alors il se trouve que les ovaires vont produire deux types d'hormones, des œstrogènes et des progestérones. Si on regarde pendant la phase folliculaire, ce seront essentiellement des œstrogènes qui vont être libérés en grande quantité et qui vont favoriser la maturation des follicules. Ensuite, pendant la deuxième phase du cycle menstruel, c'est-à-dire pendant la phase lutéale, on va avoir essentiellement production de progestérone, on aura encore des œstrogènes. Ces œstrogènes et cette progestérone sont produits par le corps jaune. On remarque donc que on va avoir une coordination entre le cycle ovarien et le cycle utérin qui sera permis par les hormones ovariennes. Alors on s'est rendu compte que finalement cette régulation des hormones ovariennes n'était pas concentrée au niveau de l'appareil reproducteur. On s'est rendu compte qu'on avait d'autres organes qui intervenaient dans la régulation donc, de ces hormones et du cycle reproducteur féminin. On s'intéresse en fait à une glande qui est située dans le cerveau de la souris, alors c'est pareil dans l'espèce humaine. Cette glande est ce qu'on appelle l'hypophyse. Qu'est-ce qu'on remarque? Si une ablation de l'hypophyse est réalisée, on observe une atrophie de l'ovaire, c'est-à-dire une régression de la taille de cet organe, ainsi qu'une chute des hormones ovariennes. Donc, d'après cette expérience, on en déduit que l'hypophyse est indispensable au fonctionnement des ovaires, et en particulier au rôle sécréteur d'hormones des ovaires. Maintenant, on s'intéresse à la nature de la relation qui existe entre l'hypophyse et l'ovaire. Donc là, on va regarder la partie de droite de ce schéma. Si, après l'ablation de l'hypophyse, on effectue des injections régulières de broyat d'hypophyse, alors la fonction ovarienne est rétablie. Ainsi, on en déduit que l'hypophyse, qui est située dans le cerveau, communique et agit à distance sur les ovaires via des substances chimiques qui sont déversées dans la circulation sanguine. Il s'agit des hormones hypophysaires.
Ces hormones hypophysaires, qu'on appelle LH et FSH, régulent donc le fonctionnement des ovaires. Alors regardons de plus près ces hormones LH et FSH et en dessous, donc dans la partie basse du graphique, vous retrouvez les hormones ovariennes, progestérone et oestradiol. Alors que peut-on remarquer du point de vue hormonal juste avant l'ovulation? L'ovulation intervient au 14e jour, on va dire, du cycle. Eh bien, on va remarquer que on va avoir une augmentation de la production des œstrogènes, représentée par l'œstradiol, qui va être à l'origine d'un pic de LH, pour les hormones hypophysaires, qui lui-même va être responsable du déclenchement de l'ovulation. Alors, comment se passe ce système de régulation? Vous avez ici des expériences qui ont été réalisées où on effectue des injections donc de progestérone ou d'œstradiol, c'est-à-dire d'hormones ovariennes, et on voit en fait l'effet de ces hormones ovariennes sur les hormones hypophysaires. Eh bien, les hormones ovariennes effectuent un rétrocontrôle, c'est-à-dire un contrôle en retour sur les hormones hypophysaires. Si on regarde, le rétrocontrôle est négatif quand la concentration en œstrogène ou en progestérone est faible. S'il y a peu de progestérone, on va avoir une diminution de la concentration de LH et de FSH, rétrocontrôle négatif. En revanche, ce rétrocontrôle devient positif quand la concentration en œstrogène est très importante. Regardez donc la dernière ligne de ce tableau. Si on effectue une forte injection d'œstradiol, on va voir aussitôt une augmentation très importante de LH et de FSH et d'ovulation. Alors, plus concrètement maintenant, comment fonctionne une pilule? Alors, vous avez ici une image qui illustre une plaquette de pilules, comme vous voyez, donc il peut y avoir 21 pilules, parfois il peut y en avoir 28, dont un certain nombre qui sont dépourvues d'hormones. Eh bien, ces pilules contraceptives sont constituées d'hormones de synthèse, à savoir un œstrogène de synthèse et un dérivé de progestérone de synthèse. Il y a toute une grande variété de pilules contraceptives, donc avec des concentrations, des dosages de pilules qui sont variables. Regardons à présent sur ces graphiques le mode d'action des pilules contraceptives. Alors sur la première partie du graphique, là, entre 0 et 30 jours, vous avez un cycle hormonal, on va dire normal, chez une femme qui ne prend pas la pilule. Donc on voit bien les variations cycliques des hormones ovariennes, pour le graphique d'en bas, en rouge et en vert, et les variations cycliques des hormones hypophysaires pour LH et FSH dans le graphique du haut. Bien, à partir du 30e jour, la femme prend la pilule. Alors, la pilule se prend au premier jour de règles du cycle. Et bien qu'est-ce qu'on remarque quand la femme prend la pilule? Aussitôt, il va y avoir une diminution, il n'y aura plus de variation cyclique, il va plus y avoir de variation du tout même, des productions de LH, de FSH, d'œstradiol et de progestérone. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? La pilule en fait elle va bloquer l'ovulation. C'est-à-dire que les hormones de synthèse qui sont libérées par la pilule sont de faible concentration. Et donc elles vont provoquer un rétrocontrôle négatif sur les hormones hypophysaires pendant tout le cycle. Dès lors, il n'y aura plus de pic de LH et donc pas d'ovulation. Et puis par ailleurs, il faut savoir que le progestatif, qui est présent dans la pilule, va épaisir la glaire cervicale au point de la rendre imperméable aux spermatozoïdes. Et enfin, cette pilule va agir également sur la muqueuse utérine en empêchant l'implantation éventuelle d'un embryon.